Êtes-vous vraiment certain de connaître toute la vérité sur les maladies d'aujourd'hui? On pense souvent que le diabète est un mal moderne, né de l'ère du fast-food et de la sédentarité. Mais c'est une idée reçue. Il y a plus de 1000 ans, les médecins de l'Antiquité luttaient déjà contre ce fléau. Et le plus incroyable, c'est qu'ils savaient comment le traiter, sans appareils sophistiqués, sans laboratoire et sans aucune molécule chimique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme dont le nom seul faisait trembler la maladie, le grand Avicenne. Nous allons lever le voile sur des secrets enfouis dans des manuscrits anciens depuis des siècles. Vous allez découvrir comment on soignait l'excès de sucre au XIe siècle. Et croyez-moi, ces méthodes pourraient bien bouleverser votre vision de la médecine. Êtes-vous prêt à découvrir une vérité occultée pendant si longtemps? Dites-le moi dès maintenant en commentaire. Croyez-vous au pouvoir de la médecine ancestrale? Laissez votre avis et commençons notre investigation. Pour bien saisir le génie d'Avicenne, il faut remonter le temps. Imaginez l'Orient il y a 1000 ans. Nous sommes au XIe siècle. À cette époque, la médecine est un savant mélange de philosophie, de spiritualité et d'observation pure. C'est dans ce monde qu'émerge Ibn Sina, plus connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Il rédige alors son célèbre Canon de la médecine, un ouvrage qui restera la référence absolue pour tous les médecins pendant plus de 500 ans. Avicenne a méthodiquement organisé les savoirs des Grecs, des Romains et des Indiens. Mais il ne s'est pas contenté de copier des textes anciens, il a tout testé sur le terrain. Dans sa clinique, il voyait défiler des patients souffrant des maux les plus divers. L'une des pathologies les plus mystérieuses qu'il ait étudiées était une forme d'épuisement étrange. Les malades étaient au prix d'une soif inextinguible et perdaient du poids malgré un appétit féroce. Avicenne fut le premier à donner une description précise de cet état. Il avait compris que le problème venait des profondeurs de l'organisme. Bien sûr, les guérisseurs de l'époque ignoraient le mot insuline, mais ils comprenaient parfaitement que le corps perdait sa capacité à transformer la nourriture en énergie. Analysons ensemble, étape par étape, comment ce médecin de génie parvenait à identifier et à vaincre cette maladie redoutable. Commençons par un fait absolument fascinant. Comment les médecins d'il y a 1000 ans posaient-ils un diagnostic? Ils n'avaient ni glucomètre, ni test sanguin. Pourtant, Avicenne avait sa méthode. Une approche qui mérite que l'on s'y attarde. À l'époque, tout reposait sur un sens de l'observation hors du commun. Le premier signe qui alertait le médecin était une soif insatiable. Avicenne décrivait des patients capables de boire des cruches entières sans jamais être désaltérés, comme si l'eau ne faisait que traverser leur corps sans s'arrêter. Le deuxième indice venait de l'odorat. Les médecins de l'Antiquité sentaient littéralement leurs patients. Dans les cas de diabète sévère, l'haleine du malade dégageait une odeur de pomme fermentée, ce que nous appelons aujourd'hui l'odeur de l'acétone. Enfin, il y avait la méthode la plus extrême, le test du goût. Oui, vous avez bien entendu. Les médecins devaient dégoûter l'urine du patient. Si elle était sucrée comme du miel, le diagnostic était sans appel. Avicenne appelait d'ailleurs cette maladie l'urine de miel. Les guérisseurs utilisaient aussi une autre astuce. Ils versaient le liquide sur le sol près d'une fourmilière. Si les fourmis accouraient en masse, c'était la preuve d'une forte concentration de sucre. C'est ainsi, grâce à cette incroyable perspicacité, qu'ils parvenaient à établir des diagnostics d'une précision redoutable, et ce, sans la moindre technologie. Une fois le diagnostic établi, Avicenne s'attachait à en trouver l'origine. C'est là que nous découvrons la célèbre théorie des humeurs. À l'époque, les médecins étaient convaincus que 4 fluides régissaient le corps humain: le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. La santé était synonyme d'harmonie entre ces fluides, tandis que la maladie résultait de leur déséquilibre. Avicenne classait le diabète parmi les affections chaudes et sèches. Pour lui,
Un excès de chaleur malsaine envahissait l'organisme, consumant littéralement les organes internes. Imaginez un brasier asséchant la terre. C'est exactement ce que la maladie faisait au corps du patient. Selon Avicenne, les reins et le foie étaient de rang les plus durement touchés. Il expliquait que les reins perdaient leur force de rétention, devenant incapables de filtrer l'eau et de conserver les nutriments essentiels. Le foie, de son côté, produisait un sang trop ardent. Cette chaleur interne poussait le malade à rechercher constamment la fraîcheur. Il buvait sans cesse, sans jamais parvenir à étancher sa soif. Comprendre cette nature brûlante était la clé du traitement. Toute la stratégie d'Avicenne reposait sur un principe fondamental: rafraîchir le corps et restaurer son humidité. C'est ce fil conducteur que l'on retrouve dans chacune de ses prescriptions. Saviez-vous qu'Avicenne ne considérait pas le diabète comme un simple trouble physique? Il avait fait une découverte visionnaire que la science moderne n'a confirmée que des siècles plus tard: le lien direct entre la maladie et le stress intense. Dans ses traités, il notait que l'urine de miel apparaissait souvent après un choc émotionnel brutal, comme la perte d'un proche ou une ruine soudaine. Avicenne expliquait que la tristesse profonde et la peur consument l'énergie vitale, dérèglent le foie et altèrent les fluides du corps. Cette intuition est d'une précision remarquable. Aujourd'hui, tout endocrinologue sait que le stress fait grimper la glycémie, car le cortisol bloque l'action de l'insuline. Ce médecin de génie avait compris ce mécanisme par la simple observation de ses patients. C'est pourquoi, pour lui, la guérison commençait toujours par l'apaisement de l'esprit. Avicenne interdisait formellement à ses patients de céder à la colère ou au désespoir. Il leur prescrivait plutôt des conversations agréables et l'écoute d'une musique douce. Il recommandait de flâner dans des jardins ombragés, au son de l'eau qui coule, pour apaiser les nerfs et rafraîchir l'esprit. Ce n'est qu'une fois l'équilibre intérieur restauré qu'il passait au traitement physique. Parlons maintenant du principal outil de travail des médecins de l'Antiquité, l'alimentation. Oui, un régime strict. Pour Avicenne, il existait une règle d'or. Tout traitement commence par une nutrition adaptée. Si le patient refuse de changer ses habitudes alimentaires, aucune plante médicinale ne pourra le sauver. C'est une vision très moderne, n'est-ce pas? Pour soigner le diabète, Ibn Sina avait conçu un menu spécial. L'objectif était simple: refroidir l'organisme. Car à l'époque, on considérait le diabète comme une maladie chaude. La nourriture devait donc apporter de la fraîcheur et de l'humidité. Le médecin prescrivait alors de l'eau d'orge. Ce n'était pas une simple boisson, mais un véritable médicament. On faisait bouillir l'orge d'une manière bien précise, jusqu'à obtenir un liquide épais et onctueux. Cette texture permettait de tapisser l'estomac, calmant ainsi l'inflammation et apaisant la chaleur interne. Les patients devaient en boire chaque jour. Aujourd'hui, nous savons que l'orge a un index glycémique bas. Elle est assimilée lentement par le corps, ce qui évite les pics de sucre dans le sang. Sans même le savoir, Avicenne avait trouvé le produit parfait pour les diabétiques. C'était la première étape vers la guérison, mais elle demandait une discipline de fer. Quels étaient donc les aliments strictement interdits aux malades? La liste établie par Avicenne est d'une sévérité impressionnante. Le médecin avait compris que, pour ses patients, le sucre était un poison mortel. Le miel était banni sans aucune exception, tout comme les dattes, le raisin sucré ou les figues. En réalité, toute forme de douceur était formellement proscrite. Mais ce n'était pas tout. Avicenne excluait également du régime tout ce qui pouvait alimenter la chaleur interne du corps. Les viandes grasses, comme l'agneau ou le porc, étaient totalement bannies. Les épices fortes n'avaient pas non plus leur place à table. L'ail, l'oignon et le poivre étaient systématiquement retirés des repas.
Pour le médecin, ces aliments ne faisaient qu'attiser le feu intérieur et intensifier la soif. Le vin était lui aussi interdit. À l'époque, on savait déjà que l'alcool malmenait le foie, un organe déjà poussé à bout par le diabète. Si le patient ne respectait pas ces consignes à la lettre, Avicenne refusait tout simplement de continuer le traitement. Il écrivait d'ailleurs que, face à la maladie des urines de miel, l'intempérance alimentaire était une voie directe vers la mort. Les malades n'avaient d'autre choix que de transformer radicalement leurs habitudes. Cela prouve bien qu'il n'existe pas de remède miracle. Il y a 1000 ans déjà, la santé exigeait un véritable travail sur soi et de lourds sacrifices. Plutôt que de simplement bannir certains aliments, Avicenne prônait une véritable cuisine thérapeutique. Il prescrivait à ses patients une grande quantité de légumes frais en mettant l'accent sur le concombre, la courgette et les épinards. Pour les médecins de l'époque, ces végétaux possédaient des vertus refroidissantes. Grâce à leur forte teneur en eau, ils permettaient de rafraîchir l'organisme de l'intérieur. Les aliments acides étaient également très prisés. Avicenne était convaincu que l'acidité aidait à apaiser le feu intérieur et à tonifier les organes affaiblis. C'est pourquoi il recommandait souvent le lait caillé, le petit lait ou le fromage frais. Côté viande, seuls les mets légers étaient autorisés, comme le poisson bouilli ou la chair de jeunes volatiles, tels que le poulet ou le faisan. La méthode de préparation était tout aussi cruciale. Le poisson devait être impérativement poché et non frit, car la friture apporte une chaleur excessive au corps. On ajoutait souvent un filet de vinaigre ou un peu de jus de grenade acide au bouillon pour faciliter la digestion et soulager le système intestinal. Ainsi, l'organisme recevait tous les nutriments nécessaires sans risquer la surchauffe. Enfin, les repas devaient être très fractionnés. Les patients mangeaient souvent, mais en petite quantité. C'est précisément ce mode d'alimentation que les nutritionnistes modernes recommandent aujourd'hui aux personnes diabétiques. L'un des plus grands défis de cette maladie était la soif insatiable qu'elle provoquait. Les patients d'Avicenne pouvaient boire jusqu'à 10 litres d'eau par jour, et pourtant, leur bouche restait désespérément sèche. L'eau pure ne leur apportait aucun soulagement. Pire encore, le célèbre médecin fit un constat troublant. Plus le patient buvait, plus ses reins s'épuisaient à la tâche, affaiblissant tout son organisme. Pour contrer cela, Avicenne imagina une stratégie ingénieuse. Il interdit la consommation massive d'eau froide et prescrivit à la place des breuvages spécifiques. Son but était de tromper la sensation de soif tout en retenant l'hydratation dans le corps. Le remède phare était une infusion de pétales de rose. Cette eau de rose, aux vertus légèrement astringentes, permettait de rafraîchir l'estomac et de calmer l'irritation de la gorge. On y ajoutait aussi parfois un peu de jus de pomme acide ou quelques gouttes de citron. Cette pointe d'acidité stimulait naturellement la salivation, empêchant ainsi la bouche de se dessécher. Enfin, Avicenne conseillait de boire par toutes petites gorgées, en gardant le liquide en bouche un long moment avant de l'avaler. Cette astuce, aussi simple que brillante, permettait de réduire considérablement le volume d'eau ingéré. C'est ainsi que le grand médecin parvenait à soulager les reins de ses patients, les préservant d'un épuisement fatal. Mais le traitement ne se limitait pas à l'alimentation. Avicenne comprenait parfaitement que le corps avait besoin de mouvement, mais son approche de l'exercice était très spécifique. Pour lui, les diabétiques ne devaient jamais s'épuiser, car un effort trop intense risquait de consumer les dernières forces d'un organisme déjà affaibli. C'est pourquoi il prescrivait une gymnastique douce, mais régulière. Le moment idéal pour s'exercer était le petit matin, quand l'air est encore frais et que le soleil ne brûle pas encore. On recommandait aux patients une marche modérée, ou, mieux encore, l'équitation au pas. Le médecin estimait que le doux balancement de la selle stimulait la digestion et permettait au sang de circuler correctement.
Le principal indicateur de l'effort était la sueur. Il fallait impérativement s'arrêter dès que les premières perles d'humidité apparaissaient sur le front. Une transpiration abondante était jugée extrêmement dangereuse. Le corps perdait déjà trop de liquide par les urines, et perdre cette eau par les pores pouvait être fatal. Exit donc les entraînements épuisants, place aux mouvements fluides et mesurés. Aujourd'hui, la médecine moderne confirme que l'activité physique légère améliore la sensibilité des cellules à l'insuline. Une vérité qu'Avicenne avait déjà saisie par pure intuition. Passons maintenant au plus intéressant, la pharmacie ancestrale d'Avicenne. Quelle plante utilisait-il pour réguler la glycémie? Vous allez être surpris. L'une des plantes phares d'Ibn Sina est aujourd'hui au cœur des recherches scientifiques les plus sérieuses, le fenugrec. En Orient, on l'appelle aussi Shambhala ou Elba. Avicenne a consacré de nombreux chapitres à cette plante dans ses ouvrages. Il prescrivait à ses patients une décoction de graines de fenugrec, et les résultats étaient spectaculaires. Les malades retrouvaient de l'énergie et leur sensation de soif permanente disparaissait. Mais quel est donc son secret? La science moderne a démontré que les graines de fenugrec sont riches en fibres particulières qui ralentissent l'absorption des glucides dans l'intestin. De plus, le fenugrec contient des acides aminés capables de stimuler la production d'insuline par le pancréas. C'est fascinant. Il y a plus de 1000 ans, les médecins utilisaient déjà un activateur naturel d'insuline. Le grand médecin recommandait de broyer les graines en poudre pour les mélanger à de l'eau ou les incorporer dans une galette médicinale. C'était un remède puissant, certes très amer, mais les patients le prenaient sans hésiter. Car au-delà du goût, ce remède leur rendait réellement leur vitalité et prolongeait leur existence. Le fenugrec n'était pas la seule arme dans l'arsenal d'Avicenne. Il possédait un autre remède tout aussi puissant, le lupin. Cette plante, aux fleurs magnifiques, cache des graines d'une grande amertume. Et c'est précisément cette amertume qui fascinait le médecin de l'époque. Selon les principes de la médecine ancienne, les saveurs amères étaient idéales pour purifier l'organisme des fluides trop denses ou trop sucrés. Pour préparer ce remède, on laissait tremper les graines de lupin dans l'eau pendant plusieurs jours afin d'en éliminer les toxines. Ensuite, elles étaient bouillies avant d'être administrées aux patients. Avicenne écrivait que le lupin facilitait l'élimination et débarrassait le corps de ses congestions internes nocives. Une fois de plus, la science moderne salue le génie de ce médecin antique. Des recherches menées au XXIe siècle ont révélé un élément fascinant. Les graines de lupin contiennent une protéine appelée gamma-conglutine. Dans l'organisme, cette protéine agit presque comme de l'insuline. Elle aide les cellules à capter le glucose présent dans le sang, ce qui permet de faire baisser le taux de sucre naturellement. Ibn Sina ne connaissait pas les formules chimiques, mais ses années d'expérience lui avaient prouvé l'efficacité du lupin. Le médecin mélangeait souvent de la poudre de lupin avec de la farine d'orge pour confectionner un pain thérapeutique spécial. Ce pain, au goût légèrement amer, remplaçait la nourriture habituelle des malades et servait de puissant remède. Pour soulager les brûlures d'estomac les plus intenses, on avait autrefois recours à la grenade. Avicenne considérait d'ailleurs le grenadier comme un véritable don du ciel pour les diabétiques. Dans cet arbre, tout était précieux, les grains, le jus, l'écorce et même les fleurs. Le jus acide était prescrit pour étancher la soif, raffermir l'estomac et régénérer le sang. Mais l'usage le plus remarquable concernait l'écorce du fruit. On la laissait sécher à l'ombre avant de la réduire en une fine poussière. Ce remède permettait de réguler les mictions excessives. En effet, la peau de la grenade regorge de tanins au puissant pouvoir astringent. Ces substances agissaient en resserrant les tissus, permettant ainsi aux reins de fonctionner plus sereinement. Riche
En antioxydant, la grenade acide jouait aussi un rôle protecteur. On sait qu'un taux de sucre élevé dégrade rapidement les vaisseaux sanguins. Le jus de grenade aidait à prévenir ces dommages. Avicenne recommandait souvent de faire réduire le jus pour en obtenir un sirop épais sans aucun ajout de sucre. Les malades en prenaient une cuillère avant chaque repas. Ce rituel préparait l'estomac à la digestion et empêchait la maladie de progresser. Dans les cas les plus critiques, lorsque la maladie gagnait du terrain, Avicenne avait recours à des remèdes d'exception. L'un d'entre eux était le camphre. À l'époque, on l'extrayait du bois d'arbres rares, et sa valeur égalait celle de l'or. Réputé pour son odeur pénétrante et son effet rafraîchissant, Ibn Sina le classait parmi les remèdes au pouvoir de refroidissement suprême. Quand un patient se consumait littéralement de fièvre, le camphre représentait l'ultime espoir. Prudent, le médecin évitait de l'administrer par voie interne, à forte dose, privilégiant l'usage externe. On en préparait des onguents et des lotions que l'on appliquait sur la région du foie et dans le bas du dos, au niveau des reins. Avicenne était convaincu que la fraîcheur du camphre traversait la peau pour atteindre les organes enflammés et y éteindre le feu de la maladie. On faisait également respirer un morceau de camphre au malade. On pensait alors que son parfum vif et glacial apaisait les humeurs cérébrales. Cela calmait l'anxiété et favorisait le sommeil, souvent perturbé par d'incessants besoins d'uriner. Le grand médecin mettait ainsi tout en œuvre pour rendre au patient son repos nocturne. En matière de santé, le sommeil occupait une place centrale dans l'hygiène de vie prescrite aux diabétiques. Pour Avicenne, son importance était capitale. Il affirmait que c'est durant le repos que l'organisme digère la maladie. Sans un sommeil de qualité, tout traitement devenait inutile. Mais comment trouver le repos quand la soif vous tourmente? Le médecin recommandait de dormir dans une pièce fraîche, loin de toute source de chaleur. On plaçait souvent près du lit des bassines d'eau froide où flottaient des nénuphars ou des violettes. L'évaporation de l'eau humidifiait l'air, rendant la respiration plus douce et légère. La sieste, après un repas copieux, était formellement déconseillée. Selon Ibn Sina, dormir le jour sur un estomac plein favorisait les mauvaises humeurs et attisait la chaleur interne. Le repos devait être exclusivement nocturne. Avant le coucher, le patient recevait un léger massage aux huiles fraîches de rose ou de violette pour apaiser son système nerveux. Et si le sommeil ne venait toujours pas, on lui administrait une infusion de graines de laitue, un remède ancestral qui relaxait le corps en douceur. Ce repos réparateur offrait à l'organisme la force nécessaire pour réguler la glycémie le lendemain. C'était une véritable stratégie de défense, active jour et nuit pour faire barrage à la maladie. Une attention particulière était accordée aux soins du corps par l'extérieur, chose surprenante pour l'époque. Avicenne préconisait l'usage du bain, et plus précisément du hammam oriental traditionnel. Toutefois, pour les patients diabétiques, les règles étaient bien plus strictes. L'accès aux salles de vapeur brûlante leur était formellement interdit, car une chaleur trop intense risquait de dégrader immédiatement leur état. On ne les dirigeait que vers les zones tempérées du hammam, où la chaleur restait modérée. Ici, l'objectif n'était pas de provoquer une sudation excessive, mais de réchauffer la peau en douceur pour en ouvrir les pores. Pour le médecin, c'était le moyen idéal de laisser s'échapper les mauvaises humeurs et les substances toxiques de l'organisme. Une fois les pores dilatés, le patient recevait un massage délicat. On utilisait des gants de crin, mais avec une grande précaution pour ne pas irriter une peau souvent fragilisée. Comme le diabète altère la circulation sanguine, particulièrement au niveau des jambes, ce massage aidait à stimuler le flux sanguin et à redonner de la sensibilité aux membres. Pour finir, le corps était généreusement enduit d'huiles hydratantes, comme l'huile de sésame ou d'amande douce.
C'était le meilleur remède contre le dessèchement cutané qui tourmente si souvent les malades. Au fond, le hammam n'était pas une simple question d'hygiène. C'était une véritable séance de physiothérapie conçue pour maintenir le système vasculaire en bon état. L'une des complications les plus redoutables liées à un taux de sucre élevé était sans doute l'atteinte des membres inférieurs, ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome du pied diabétique. Il y a 1000 ans déjà, les malades souffraient de plaies incurables et d'ulcères persistants. À l'époque, la moindre égratignure pouvait dégénérer en gangrène. Avicenne, confronté quotidiennement à ce fléau, avait mis au point ses propres méthodes pour sauver les membres de ses patients. Sa première règle était stricte. Il interdisait formellement de marcher pieds nus. Les pieds devaient être protégés comme un trésor précieux. Dès l'apparition d'un ulcère, une intervention immédiate s'imposait. Le célèbre médecin bannissait systématiquement les onguents chauffants pour ce type de lésion. À la place, il nettoyait les plaies avec un mélange d'eau de rose et de vinaigre, ce dernier étant un excellent antibactérien. Ensuite, on appliquait une pâte composée de myrrhe et d'aloès. Si l'aloe vera était réputé pour ses vertus cicatrisantes, la résine de myrrhe agissait, elle, comme un véritable antibiotique ancestral en stoppant la nécrose des tissus. La plaie était ensuite enveloppée dans un linge de lin propre et le pansement était changé 2 fois par jour. Ibn Sina mettait toutefois les soignants en garde. Si la plaie venait à noircir, cela signifiait que les tissus étaient morts. Dans ces cas extrêmes, la chirurgie devenait le seul moyen de sauver la vie du patient. Heureusement, grâce à ces remèdes, de nombreux malades ont pu éviter le pire et conserver l'usage de leurs jambes. Il faut bien comprendre qu'Avicenne n'était pas un magicien, mais un véritable homme de science. Dans son canon, il affirmait avec honnêteté qu'il était presque impossible de guérir un diabète à un stade trop avancé. Quand un patient n'avait plus que la peau sur les os, la médecine restait impuissante, et ce grand médecin d'autrefois connaissait ses limites. Pourtant, si la maladie était détectée tôt, les résultats étaient spectaculaires. Un régime strict, des décoctions de plantes amères et une discipline de fer faisaient eux des miracles. Les patients retrouvaient une vie normale. Leur soif dévorante s'éteignait, ils reprenaient un poids santé et leur urine cessait d'être sucrée. En réalité, Avicenne parvenait à une rémission durable. Il domptait la maladie et la forçait au silence. Mais il y avait une condition absolue. Le patient devait respecter ses règles jusqu'à son dernier souffle. Dès que l'on s'autorisait un écart, que l'on se remettait à boire du vin ou à manger des dattes sucrées, le mal revenait avec une force redoublée. Cette règle d'or de l'endocrinologie a été formulée il y a plus de 1000 ans. Le diabète n'est pas un simple diagnostic, c'est un nouvel art de vivre. Et celui qui l'accepte a déjà gagné. Comparons un instant l'approche de ce génie de l'Antiquité avec celle de nos médecins modernes. Vous allez être surpris de voir à quel point leurs visions se rejoignent. Aujourd'hui, la science nous conseille de surveiller notre poids et de limiter les glucides. Il y a 1000 ans, Avicenne recommandait déjà de bannir les sucreries et de privilégier une alimentation légère. De nos jours, on prescrit de la metformine, un médicament d'origine végétale. À son époque, Avicenne utilisait le fenugrec et le lupin, dont les principes actifs agissent de manière très similaire. Nos endocrinologues insistent sur l'importance de l'exercice physique. Ibn Sina, lui, prônait déjà l'équitation et la marche. Pour aider les patients à gérer leur stress, nous faisons appel à la psychologie. Avicenne, de son côté, apaisait l'esprit par la musique et la douceur de la conversation. C'est fascinant, n'est-ce pas? Bien sûr, en 1000 ans, la technologie a fait des bonds de géants. Nous avons l'insuline, les seringues et des appareils de mesure ultra précis. Mais le socle, les fondements même du traitement, n'ont pas bougé d'un iota.
Ces médecins d'autrefois n'avaient pas de microscope, mais ils possédaient une sagesse immense. Ils ne soignaient pas seulement un organe, mais l'être humain dans sa globalité. Ils avaient compris que le corps et l'esprit sont indissociables, et c'est cette vision holistique qui leur a permis d'accomplir de véritables miracles médicaux à une époque que nous avons, bien à tort, tendance à juger obscure et ignorante. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la facilité. Ils espèrent dénicher sur Internet la recette secrète d'un vieux remède miracle. Une potion qui leur permettrait de manger n'importe quoi sans jamais tomber malade. Mais l'histoire d'Avicenne vient briser ce mythe dangereux. La plante magique n'existe pas. Même le plus grand médecin de tous les temps ne pouvait soigner celui qui refusait de faire des efforts sur lui-même. Le secret de la médecine antique réside dans une discipline de fer. Les plantes médicinales, qu'il s'agisse du fenugrec ou de la grenade, n'étaient efficaces que si elles accompagnaient une hygiène de vie stricte. Si quelqu'un vous promet de guérir du diabète en une semaine avec une racine miracle, ne le croyez pas. Souvenez-vous des règles rigoureuses d'Ibn Sina. Il imposait à ses patients de changer radicalement leur mode de vie, de leur façon de dormir à ce qu'ils buvaient. Seul ce travail global et quotidien donnait des résultats. La médecine ancienne n'est pas de la magie. C'est une compréhension profonde des lois de la nature et un respect d'idées sacré envers son propre corps. Si vous êtes souffrant, appuyez-vous sur les avancées de la science moderne. Mais n'oubliez jamais la sagesse de nos ancêtres, une alimentation saine, la sérénité de l'esprit et le mouvement. Voilà les 3 piliers sur lesquels repose la santé. Et il en a toujours été ainsi. On a souvent tendance à regarder nos ancêtres avec une certaine condescendance. On s'imagine tout savoir alors qu'eux ne savaient rien. Pourtant, en plongeant dans l'œuvre d'un génie comme Avicenne, on ne peut qu'être saisi d'un immense respect. À la seule lueur d'une lampe à huile, cet homme a décrit, seul, une maladie qui est aujourd'hui devenue une épidémie mondiale. Il a mis au point des méthodes de soins qui ont réellement permis de sauver des vies. Son canon de la médecine a été traduit dans des dizaines de langues et a servi de référence dans les plus grandes universités d'Europe pendant des siècles. Même aujourd'hui, alors que la médecine moderne a fait des bonds de géant, les chercheurs continuent depuis toutes 3 nuits de puiser des idées précieuses dans ses écrits. Ils étudient les plantes qu'il recommandait et confirment ses intuitions sur le lien étroit entre le stress et le taux de sucre. Ibn Sina nous a légué un héritage inestimable. Il a prouvé que l'observation attentive de la nature, alliée à la logique, pouvait accomplir des miracles. Sa vision nous apprend à être à l'écoute de notre corps et à ne pas ignorer les premiers signaux d'alerte. Mais surtout, elle nous rappelle que nous devons prendre notre santé en main. Car si le médecin peut prescrire un remède, c'est au patient et à lui seul de choisir de mieux manger et de prendre soin de sa vie. L'histoire du traitement du diabète sucré, que l'on appelait autrefois le mal de l'urine de miel, n'est qu'un court chapitre dans le grand livre de la médecine antique. Combien de secrets les manuscrits anciens cachent-ils encore ? Combien de remèdes oubliés attendent leur heure pour soulager l'humanité ? Nous commençons à peine à redécouvrir ce savoir ancestral. Mais attention, ces conseils millénaires doivent être suivis avec discernement. Ne remplacez jamais les traitements prescrits par votre médecin traitant. Le fenugrec et le lupin sont d'excellents compléments, mais ils ne remplaceront jamais une injection d'insuline si celle-ci vous est vitale. En revanche, la philosophie d'Avicenne reste à la portée de tous. Privilégiez une alimentation simple. Évitez les sources de stress inutiles. Restez actif au quotidien. Et dormez dans une chambre fraîche. Ces principes de bon sens ne coûtent rien, et pourtant, ils peuvent vous préserver de bien des maux. Ibn Sina disait que le médecin doit avoir l'œil du faucon, les mains d'une jeune fille, la sagesse du serpent et le cœur d'un lion. En nous penchant sur sa vision d'une maladie aussi complexe, nous comprenons qu'il incarnait lui-même cet idéal.
Il était un médecin qui avait 1000 ans d'avance sur son temps. Quel voyage incroyable nous avons fait aujourd'hui! De la dégustation d'urine et des fourmilières antiques jusqu'aux recommandations ultra précises en diététique et en phytothérapie. Nous avons vu que le diabète n'est pas du tout un mal moderne. Les médecins nous l'auraient-ils caché? Ou avons-nous simplement oublié ces grandes avancées d'autrefois? Avicenne a prouvé que, même sans laboratoire ni seringue, il est possible de lutter efficacement contre la dégradation de l'organisme. Son secret ne résidait pas dans une pilule miracle, mais dans une réforme totale de l'hygiène de vie. L'alimentation, le mouvement, la paix intérieure et les plantes. Ce protocole ancestral, d'une puissance rare, est aujourd'hui validé par la science moderne. C'est une véritable révélation pour tous ceux qui cherchent des raccourcis faciles. Si cette vidéo a changé votre regard sur l'histoire de la médecine, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les secrets de santé et les grands médecins du passé. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle méthode d'Avicenne vous a le plus surpris. Seriez-vous prêt à tester l'eau d'orge ou à infuser du fenugrec? On attend vos réponses avec impatience. Prenez soin de vous et à très bientôt.